l'année. Levez-nous pour trouver chimère. C'est pas la pitié nous commander, c'est tout un respect nous les saouler. Martinique, levez-nous pour trouver chimère. Martinique, c'est où qui fait ses ailes. Bonjour à tous. Vous êtes sous fréquence Paris Pluriel, 106.3. Émission Tambour Maman Élevé. Revue de presse de la Caraïbe et d'ailleurs. L'équipe vous remercie de votre fidélité. L'invité du jour, c'est une grande dame qui se fait rare, qu'on a le plaisir de recevoir. Je ne vous dis pas le nom. Dans quelques instants, elle sera là. Alors, la revue de presse cette semaine, on enchaîne. Une Martiniquaise remporte le premier prix d'un concours de plaidoirie en Suisse. Le concours international de plaidoirie, Adam et Ève, du barreau de Lausanne en Suisse, s'est tenu du 13 au 16 mars. Cet événement reconnu comme l'un des concours de plaidoirie les plus prestigieux au monde a été remporté par la Martiniquaise Sandra Sylvestre Jean-François et Victor Jean-Baptiste, avocat au barreau de Paris. Ça mérite quand même d'être souligné. C'est ça pour nous copier. Cette année, 8 équipes en duo se sont affrontées sur 3 sujets au choix. Parmi elles, Maître Sandra Sylvestre Jean-François, avocate au barreau de Martinique et de Paris, et Maître Victor Jean-Baptiste, avocat au barreau de Paris. Cette édition 2025 s'est tenue avec des équipes venues du canton de Vaud, de Bruxelles, du Cameroun, du Luxembourg, des Hauts-de-Seine, de Bordeaux, chacune présentant une prestation de haute volée. Les participants se sont affrontés dans 2 sélections décisives. La première a eu lieu au tribunal d'arrondissement de Lausanne, un cadre formel où les plaideurs ont dû démontrer leurs compétences oratoires et leur capacité à structurer des arguments de manière percutante. Maître Sandra Sylvestre, Jean-François et Maître Victor Jean-Baptiste ont su se faire remarquer dès cette première étape grâce à leur maîtrise du sujet imposé. La séduction, c'est savoir allumer une flamme sans brûler les étapes. Leur prestation de 15 minutes s'est distinguée par leur audace et leur capacité à prendre des risques. Ils ont osé aborder des angles souvent inexplorés, ce qui leur a permis de se démarquer du reste de la compétition. Le duo n'a d'ailleurs pas hésité à marquer les esprits avec des adages créoles, ce qui n'a pas manqué d'apporter une touche d'originalité et d'authenticité. Les autres équipes, tout aussi talentueuses, n'ont pas démérité. Toujours la Martinique, compte du GBH, décision du tribunal ce vendredi. L'affaire de la publication des comptes de groupe Bernard Ayotte pourrait enfin connaître son épilogue aujourd'hui, puisque le délibéré du tribunal mixte de commerce devrait être connu dans la journée. Pour rappel, 4 lanceurs d'alerte ont engagé une action en justice fin 2004 pour obliger le groupe à publier ses comptes annuels non publiés depuis 2018. L'affaire avait dû être envoyée plusieurs fois. GBH avait fini par rendre ses comptes publics, annonçant un chiffre d'affaires consolidé de 4,9 milliards d'euros en 2023, pour un résultat net consolidé
de 228 millions d'euros, une situation inédite et un début de transparence qui avait fait dire à Mathilde et Jérémy Désir, deux des lanceurs d'alerte, c'est une première bataille victorieuse. Le tribunal mixte de commerce décide donc aujourd'hui. Cette publication répond bien à la demande auquel cas l'affaire sera réglée ou bien considère qu'une entreprise doit intégrer les marges arrière dans ses comptes consolidés et que les comptes déposés ne sont pas satisfaisants. Il condamnera GBH et le sommera de publier ses marges arrière sous astreinte financière quotidienne, explique Maître Renaud Portejoie, avocat de Mathilde et Jérémy Désir, lors de sa visite en Martinique en mars dernier. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, a annoncé vouloir imposer la transparence sur les marges arrière. La loi va changer grâce à nous, s'exclame Maître Portejoie, qui considère que nous avons déjà gagné, quelle que soit la décision rendue par le tribunal. Appel à une mobilisation consciente pour rendre hommage à Frantz Fanon. En cette année 2025, que l'on adore déjà dédié à Frantz Fanon, nous appelons les Martiniquais, Martiniquaises à une mobilisation consciente pour rendre hommage à ce psychiatre militant, géant du XXe siècle, géant de la pensée. Notre peuple s'honorera de commémorer un de ses fils qui personnifie dans le monde entier la lutte pour la liberté et la dignité. Nous appelons les Martiniquaises et les Martiniquais à prendre part, par tout moyen intellectuel, matériel et aussi financier, à cette manifestation du 17 au 20 juillet 2025. Son succès sera notre honneur de peuple martiniquais aspirant à la liberté. Alors pour les joindre, cercle Frantz Fanon @gmail.com, cercle Frantz Fanon @gmail.com. Toujours à la Martinique, hommage à André Aliker et à Armand Nicolas. Le Parti communiste martiniquais a rendu hommage au journaliste André Aliker et à l'historien Armand Nicolas samedi dernier. Les militants et sympathisants se sont d'abord réunis au siège du journal Justice avant de partir pour le cimetière de la Levée afin d'y déposer des gerbes chaque année depuis 1934. Les communistes rendent hommage au martyr André Aliker, qui est un héros local parce que c'est un symbole de la lutte pour la conscientisation des Martiniquais. Justice est née de ce constat qu'un peuple sans conscience ne peut se battre pour son émancipation, explique Michel Bronchy, actuel rédacteur en chef du journal et membre du bureau politique du PCM. Un double hommage a donc été rendu samedi, puisque l'historien Armand Nicolas avait écrit entre autres sur l'assassinat d'André Aliker de façon générale. Armand Nicolas a considéré qu'il fallait armer le peuple martiniquais de la connaissance de son histoire, souligne Michel Bronchy. Pour mémoire, André Aliker, journaliste et militant communiste, a été retrouvé mort, les mains ligotées dans le dos,
le 12 janvier 1934, à Casse-Pilote, sur la plage de Font-Bourlet. Il était rédacteur en chef du journal Justice, dans lequel il avait révélé le scandale financier de l'affaire Aubéry. Michel Branchi écrit dans l'hebdomadaire Justice: mourir pour l'Ukraine ou construire notre pays. Manuel Valls a fait une déclaration choc en Martinique pour couper court aux demandes de soutien économique et social. Il a prévenu l'État-providence, c'est terminé. La France doit faire face à un endettement record de 3 300 milliards d'euros et son déficit approche les 6% de son produit intérieur brut, c'est-à-dire sa richesse annuelle, alors que l'Europe impose qu'il ne doit pas dépasser 3% du produit brut. Dans le même temps, le président français agite une menace supposée de la Russie et décide de faire la France entrer dans une économie de guerre. Pourtant, les dépenses de défense européenne, 326 milliards d'euros en 2024, sont supérieures à celles de la Russie, selon Pierre-Cyril Hautecoeur, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et c'est bien logique, car si la Russie y dépense une bien plus grande part de ses ressources, 6% du produit national brut contre 2% en moyenne en Europe, celles-ci sont bien moindres en dollars courant. L'économie russe pèse un dixième de l'économie européenne. Non au réarmement européen, non à la guerre. Oui aux ressources pour les salaires, les pensions, la santé, le travail. C'est lui qui force la demain. Faut bailler en main. Faut bailler en main. Le pays que je préfère est la terre entière. Nazim Hikmet. Au cinéma, en ce moment, on joue France Fanon, réalisé par Jean-Claude Barny. Alors, dans quelque temps, ce film sera sur les écrans parisiens. Alors, préparons-nous en masse pour aller soutenir ce film. Un film qui nous concerne, qu'on doit le soutenir. C'est à nous. La guitare qu'on fait vivre France Fanon au cinéma. Faut bailler en main. Faut bailler en main. Faut bailler en main pour bailler la foi en pays. Faut bailler éducation. Pour ni toute solution. Faut savoir, c'est l'homme qui besoin. On enchaîne avec la Guadeloupe. Mona Cados, que je salue. Ministre au galop, Guadeloupe en bateau, ça pas nouveau. Ni longtemps, nous croyons, ministre qui a monté et descendu, qu'on poids rouge en Canaries, ça caillot, plein promesse. Mais depuis au tourné d'Oyo, nous pas qu'à attendre parler de promesses encore. Je dis jour, à Payo, pour nous blâmer, c'est nous-mêmes. Parce que nous, t'es déjà droit, j'ai compris que amitié et monde dehors qui a réglé le problème en nous. C'est nous qui devons savoir qu'à nous voulons
pour nous, pour petit en nous, pour pays en nous, pour aujourd'hui là et pour demain. Même si il y a encore un autre monde appuyé là qui t'a compté, si l'argent à l'État, à l'Europe, et qu'il a quoi, si nous, parmi l'argent là, ça, nous ne pouvons pas faire rien. Si le moins, pas yo, que c'est en qui l'argent qui permet de faire tout bitin. Sur 10 jours, nous pouvons dire, après, pas si c'était ça, c'est vers l'argent qui a passé en Guadeloupe. Nous déjà fait en l'obitin qui a manqué, nous pâtés qu'on nous est là. Alors tout ça veut dire, les ministres passent beaucoup de promesses. Une fois les deux tournés, ils ont oublié. Alors on parle beaucoup d'argent qu'on nous donne. Mais cet argent, on ne les voit pas. Parce que si on avait la possibilité de les gérer, ces argents, aujourd'hui on serait autrement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous amadis sans fait, on nous fait sans dire, faut bailler en main, faut bailler en main, faut bailler en main. Toujours à la Guadeloupe, affaire Claude Jean-Pierre, les révélations de Mediapart. Une enquête publiée ce lundi par Mediapart lève le voile sur de nombreux éléments jusqu'ici dissimulés concernant l'affaire Claude Jean-Pierre, notamment des expertises médicales accablantes et de contradictions majeures dans la déclaration des forces de l'ordre. 4 ans après le décès de Claude Jean-Pierre, des éléments nouveaux viennent ébranler la version officielle avancée par les gendarmes impliqués dans l'interpellation violente ayant conduit à sa mort. Pour rappel, le 21 novembre 2020, Claude Jean-Pierre est contrôlé par une patrouille de gendarmerie ADR. Suspecté de conduire en état d'ivresse, il refuse de se rendre volontairement au poste de gendarmerie de Pointe-Noire. Selon les vidéos de surveillance et les témoignages recueillis par Mediapart, les gendarmes procèdent alors à une extraction forcée de l'homme de son véhicule. Les images montrent que les militaires s'y prennent à 3 reprises avant de parvenir à le sortir. Lors de cette manœuvre brutale, la tête de la victime heurte violemment le montant de la portière, provoquant un coup de fouet cervical. Une blessure confirmée par plusieurs expertises médicales. Les sexagénaires s'effondrent ensuite lourdement sur la chaussée inerte. Il ne se relèvera plus jamais. Toujours à la Guadeloupe, la carrière de DR de le collimateur de la justice, écrit Paul Kelly-Selbonne dans l'Étincelle. L'éboulement survenu le 3 décembre 2024 à Savane-Paille, à DR, a marqué les esprits en Guadeloupe. Plusieurs maisons se sont effondrées dans un glissement de terrain massif. Heureusement, sans faire de victimes. Cet événement rarissime met en lumière des problématiques environnementales et réglementaires graves. L'attention se porte désormais sur la société antillaise de Granula, dont la carrière voisine est suspectée d'être à l'origine du désastre. Les premières analyses pointent des manquements notoires aux normes en vigueur. Selon le Bureau des recherches géologiques et minières du BRGM, plusieurs infractions, notamment sur la gestion des eaux, de ruissellement et la hauteur des fonds de taille, pourraient avoir fragilisé le terrain. Les autorités n'ont pas tardé à réagir. Le maire de Dehaye a immédiatement pris
un arrêté interdisant l'accès à la zone sinistrée. Quelques semaines plus tard, un arrêté préfectoral suspendait toutes les activités de la CADG pour espérer une reprise. L'entreprise devra financer et réaliser des études approfondies sur la stabilité du terrain et des risques sismiques validés par les autorités compétentes. Ce drame met en lumière les tensions entre exploitation économique et protection des populations. Il soulève aussi des questions sur le contrôle et la gestion des risques dans une région où les contraintes naturelles sont fortes. En attendant les conclusions des enquêtes, l'avenir de la carrière et celui des habitants de Savane Paille reste incertain. Merci bon Dieu pour la terre ou banouan ou banouille qu'on en cadeau pour demain matin, en cadeau pour demain matin. Merci bon Dieu pour Kora ou Banouan, il plus belle qui toute machine nous peut inventer, qui toute machine nous peut inventer. Capables de respirer, nous capables de travailler, nous capables de danser, inscrit ça nous y est dans les airs, nous capables de respirer, nous capables de travailler, Yves Intel Pastel. nous capables de danser, inscrit ça nous y est dans les airs. On enchaîne géothermie vers l'autonomie énergétique et la décarbonation des outre-mer français. Dans les territoires ultramarins, la géothermie n'est utilisée que sur la côte ouest de la Guadeloupe. Afin d'accélérer le déploiement de cette source d'énergie locale, le gouvernement a demandé une étude exhaustive et pratique de l'état actuel du potentiel en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le rapport rendu public par le BRGM révèle des perspectives de développement non négligeables. Confrontés à des défis particulièrement aigus vis-à-vis des changements climatiques et des besoins énergétiques, les terroirs ultramarins disposent également d'atouts remarquables et spécifiques qui leur permettent d'envisager un chemin de transition propre à chacun. Pour un grand nombre d'entre eux, la chaleur du sous-sol fait partie de ces atouts qui permettraient d'atteindre l'objectif fixé par le gouvernement d'une autonomie énergétique à horizon 2050. À la suite de l'adoption de la loi 2023-175 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, le gouvernement a souhaité voir dresser l'état actuel des potentialités géothermiques dans les zones non interconnectées de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les zones non interconnectées sont les territoires français non reliés au réseau électrique métropolitain continental. Cette dénomination inclut la Corse, de nombreux territoires insulaires et ultramarins, notamment ceux concernés par la présente étude.
position, même si vous prend belle galop. J'aime la position. J'aime la position, même si cyclone Macaillou. J'aime la position. J'aime la position, même si vous prend belle galop. Le premier symposium des acteurs de la vanille dans les Outre-mer a lieu en Polynésie française. Le mardi 18 février a eu lieu la 5e conférence sur la vanille française au ministère des Outre-mer. Comme tous les ans, depuis maintenant 5 ans, le rendez-vous des professionnels du secteur a réuni les producteurs des différents territoires ultramarins, un moment d'échange pour ces acteurs avant leur participation au Salon international de l'agriculture. Une rencontre qui a été marquée par la présentation du premier symposium sur les vanilles françaises, qui se tiendra dans quelques mois en Polynésie française. L'événement sera une première et se veut le symbole d'une meilleure structuration de la filière autour de l'union des acteurs de tous les Outre-mer. Quel est le positionnement des vanilles françaises sur le marché mondial? Quel plan de développement pour la filière dans les 10 prochaines années? Comment se portent les vaniculteurs de Mayotte après le passage du cyclone Chido? Voilà autant de questions qui ont été posées à l'occasion de la 5e conférence sur la vanille française qui s'est déroulée cette année encore au ministère des Outre-mer, à l'initiative de Fausto Bouchéo, président de Moira, une plateforme mettant en avant les vanilles du monde. L'événement, désormais incontournable, franchit cette année un nouveau cap. Chaque année, nos producteurs de vanille venaient à Paris à l'occasion du Salon de l'agriculture, mais ils ne se rencontraient jamais, explique-t-il. Je les connais presque tous et je recevais en 2009 les mêmes demandes. C'est ainsi qu'est née l'idée de cette conférence pour que les producteurs se rencontrent. J'aime la position. C'est quand vacille la flamme qu'il faut convoquer les esprits au combat du grand espérance pour battre au tambour. C'est quand Chinard, des bouchons écrits dans l'étincelle, les afro-descendants de Guadeloupe et le Sénégal, 2050 en histoire et avenir. Le XXIe siècle marque un tournant décisif dans les relations entre l'Afrique et sa diaspora. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu le vendredi 14 février dernier une conférence débat organisée à l'initiative de l'association Ensemble pour Paul-Louis, de son président Victor Artin. L'événement, qui s'est tenu à la salle Léon et Rambert, était animé par le conférencier Pierre-Alain Lolia, président de l'association CARE CDL Guadeloupe, sous le thème « L'Afrique du XXIe siècle, quelle doit être notre contribution en tant que peuple majoritairement afro-descendant ». Cette rencontre avait pour objectif d'interroger le rôle que pourraient jouer les Guadeloupéens dans le développement économique de l'Afrique et plus particulièrement du Sénégal.
Pierre-Alain Lolia, un acteur guadeloupéen engagé dans le développement économique de ce pays, a lancé un appel fort aux afro-descendants de Guadeloupe participer activement au projet Sénégal. Tous. Alerte sur la disparition d'Amérindiennes. La réalisatrice Sabrina Van Tassel dénonce le taux élevé de féminicide d'Amérindiennes dans le documentaire des disparus. Des lois complexes. Marie-Hélène Johnson Davis a disparu le 9 décembre 2020 alors qu'elle se trouvait sur une route fréquentée de la réserve indienne de Tualip dans l'État de Washington. Comme elle, des milliers d'Amérindiennes se volatilisent, sont violées ou assassinées, souvent par des non-autochtones, dans l'impunité quasi totale, étant donné que la majorité des crimes ne sont pas résolus à cause de lois tribales complexes. La police et les tribunaux indiens ne pouvant arrêter et juger que des autochtones des réserves indiennes sont devenus le terrain de chasse prédateur. Dénoncer les féminicides, la réalisatrice française Sabrina Van Tassel souhaite mettre en lumière cette crise qui prend racine dans le passé colonial. Elle a rencontré la famille de Marie-Hélène Johnson Davis, mais aussi Deborah Parker, militante des droits des femmes autochtones et également productrice exécutive de films, aidée à Allen, ancienne secrétaire de l'intérieur des États-Unis. Leur objectif, faire connaître ces féminicides à l'échelle mondiale et guider les familles des disparus dans leur quête de réponse. À qui? Maman levée. Maman levée. Au soya, mamie doit chanter. Maman levée. Toute la Caraïbe descendait. Cuba, les dirigeants des Caraïbes, CARICOM, défendent l'embauche de médecins cubains face aux menaces américaines. Les dirigeants des pays des Caraïbes ont réaffirmé qu'ils étaient des nations souveraines et indépendantes. Plusieurs dirigeants de la communauté des Caraïbes, CARICOM, ont défendu avec ferveur l'embauche de médecins cubains face aux menaces du secrétaire d'État américain Marco Rubio, arguant que le système de santé de leur pays s'effondrerait sans ces médecins, exprimant clairement leur volonté de servir leur communauté. Je préférerais perdre mon visa américain plutôt que de voir mourir 60 pauvres de la classe ouvrière, a déclaré le Premier ministre de Saint-Vincent et les Grenadines, Ralph González, en soulignant les traitements de dialyse les médecins cubains fournissent aux patients de son pays. De même, le Premier ministre de Trinité et Tobago, Kate Hovlet, a fait valoir que son pays dépendait fortement des spécialistes
de la santé qu'il avait recruté en aide aux Philippines et principalement à Cuba au fil des décennies. Il a également rejeté comme fausse l'excuse américaine selon laquelle le programme médical cubain exploite les gens. De son côté, la ministre jamaïcaine des Affaires étrangères, Kamila Johnson-Smith, a souligné que son île abrite plus de 400 professionnels de la santé cubaine, dont des médecins, des infirmières, des ingénieurs biomédicaux, des techniciens, dont les services sont importants pour notre système de santé. Si nous voulons changer, Caraïbes là, faut nous bailler la voix, bailler la voix, bailler la voix. C'est nous-mêmes, Trinidad, Guadeloupe, Martinique, Dominique. Bailler la voix, bailler la voix, bailler la voix, chanter. Si nous voulons changer, Caraïbes là, faut nous bailler la voix, il faut nous bailler la voix. Mia Motley, devons-nous émanciper de l'esclavage mental? À Addis Abeba, le 16 février 2025, la première ministre de la Barbade, Mia Amor Motley, s'adressant au sommet de l'Union africaine, a lancé un vibrant appel à l'unité, aux réparations et à la justice climatique, exhortant l'Afrique et les Caraïbes à se réapproprier leur destin commun et à relever ensemble les défis mondiaux. Le président de la communauté des Caraïbes, CARICOM, a invoqué l'esprit de la bataille d'Adwa, la victoire de 1896, qui a inspiré le panafricanisme et la lutte contre le colonialisme, soulignant que les leçons d'Adwa, l'unité, la résilience, le triomphe du bien sûr, le mal, doivent guider la génération actuelle. Madame Motley a mis en exergue les liens historiques et culturels entre l'Afrique et les Caraïbes, notant que la Barbade a un rôle unique à jouer pour jeter un pont entre l'Afrique et les Caraïbes. Pardon. Nous sommes venus réclamer notre destin atlantique. Il nous appartient de déterminer si l'histoire de la séparation sera notre avenir, si l'esprit d'Adwa peut être notre source d'inspiration, a-t-elle déclaré. Le Premier ministre a souligné la menace existentielle que représente le changement climatique, en particulier pour les nations les plus pauvres. C'est nous-mêmes qui l'a. Faut nous bailler la voix. Il faut nous changer ça. Si nous les changer, Trinidad, Guadeloupe, Martinique, Saint-Lucie, Dominica, voilà moi. C'est nous-mêmes qui l'a. Caraïbes là. Faut nous bailler la voix. Si nous les changer, Caraïbes là. Faut nous bailler la voix. C'est à la jolie. C'est nous-mêmes. Faut nous bailler la voix. Il faut nous bailler la voix. Changer.
nous Caraïbes là. Répondez, bye love là. Bye love là. CARICOM, 48e sommet des chefs de gouvernement. Le 48e sommet des chefs de gouvernement du CARICOM s'est tenu du 19 au 21 février 2025 à la Barbade avec un riche programme. Une rencontre qui se démarque également par la présence de dirigeants de l'ONU et de l'Union européenne. Cette 48e réunion ordinaire de la conférence des chefs de gouvernement est décrite par la secrétaire générale adjointe aux relations étrangères et communautaires du secrétaire de la CARICOM, Madame Elisabeth Solomon, comme une réunion de grand intérêt. Cette réunion qui a débuté est prévue du 19 au 21 février à Boston, la Barbade. Madame Elisabeth Solomon a noté que la réunion intervient au moment crucial pour l'hémisphère et sera un moment opportun pour discuter de l'approche de la CARICOM sur diverses questions. Un ordre du jour riche et passionnant sur le terme la force dans l'unité, forger la résilience, la croissance inclusive, le développement durable dans les Caraïbes. Ce sommet abordera les questions inscrites à l'ordre du jour régional, notamment la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le changement climatique et la finance des défis actuels en Haïti, les questions de sécurité, la résilience numérique, les relations extérieures et le marché unique économique de la CARICOM. Et voilà, je vais passer la parole à une invitée que je n'ai pas annoncée au début parce que j'aime bien que l'invité soit là pour l'annoncer, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'être piégé dans ce genre de choses. Alors, notre invitée de la semaine, c'est Madame Clem. Vous avez entendu parler. Bienvenue, Madame. Et nous souhaitons passer un moment agréable avec vous, à travers votre parcours. Et ma collaboratrice, Nicole Aubert, qui se fera un plaisir d'échanger avec vous pour connaître un peu plus votre travail. On sait que vous travaillez beaucoup, mais on ne voit pas souvent. Bienvenue. Merci beaucoup. Voulez-vous approcher du micro? Merci beaucoup. Alors Nicole, je te passe la parole. Merci. Eh bien, nous sommes ravis de retrouver donc Chantal Clem, que nous avons reçue donc en 2023 pour son premier livre, Moi, Lumina Sophie, qui est une figure importante donc lors de l'insurrection de 1870. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes ravis pour les auditeurs et auditrices. Vous écoutez l'émission Tambou en maille levée sur fréquence Paris Pluriel 106.3 tous les vendredis de 15h à 16h et jusqu'à 16h30 avec une invitée. Donc aujourd'hui, je rappelle, donc nous recevons Chantal Clem et pour son nouvel ouvrage Le temps des saisons, qui est un ouvrage de poésie édité aux éditions Neg-Mahon. Alors tout d'abord, un petit mot avant de commencer donc notre rencontre. Un petit mot sur vous, Chantal Clem. Alors vous êtes écrivaine, poétesse, mais pas seulement. La poésie vous a entraîné à conceptualiser donc des présentations poétiques scéniques, mais aussi vous êtes une femme donc passionnée par l'écriture, mais aussi passionnée par les causes. Vous êtes une femme militante, féministe, les causes de la culture,
les causes des droits des femmes. Et je terminerai ce petit propos en citant une personne qui vous présente sur le portail d'Outre-mer le 3 juillet 2022 en Guadeloupe. Et je trouve que ces quelques phrases vous résument et sont bien propres à vous. Chantal Clem s'écrit et se vit au féminin pluriel parce qu'elle est en tout premier lieu une femme portée par sa volonté et sa détermination. Et j'en suis convaincue parce que je vous ai suivi un peu donc sur Google et puis que je vous ai déjà interviewé, et on va alors pour vous présenter tout votre parcours, on va parler d'abord de votre livre, après de vos actions militantes et puis vos projets et vos réalisations scéniques, vos actions donc menées et ensuite votre actualité. Alors, ce livre, Le temps des saisons, comment, tout simplement, une question toute simple. Comment est né ce livre ? Et basculer la poésie, oui, vous l'aimez. Ça, on le sent. Alors, peut-être, oui, je me permets de rajouter que dans Moi Lumina Sophie, il y a beaucoup donc de poèmes. Donc déjà, on sentait la fibre. Oui, bien, écoutez, merci déjà de m'accueillir, vous et puis toute votre équipe. Et puis, merci de cet honneur que vous me faites. Et puis, effectivement, la poésie me paraissait être, après l'écriture du premier roman, ça me paraissait être, si vous voulez, le second ouvrage en termes d'intégrité culturelle. Parce qu'en fait, pour moi, la poésie, bon, déjà, c'est un art très noble. Et je pense que tous les arts sont nobles, mais personnellement, je le dis comme ça. Excusez-moi. Et deuxièmement, c'est surtout pour moi un moyen d'expression. Vous voyez, Lumina Sophie, j'ai fait vivre un personnage historique qui a existé, et puis qui mérite d'être reconnu dans un débat où on parle beaucoup d'identité, dans un débat où vous avez vu votre responsable a parlé tout à l'heure dans sa revue de presse que j'écoutais un peu de culture, de bassin caraïbéen, si je me trompe pas. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait nous sommes noyés, si vous voulez. Alors soit nous sommes définis parce qu'on est un peu trop, ou bien soit on n'est pas vu. Comme si, en fait, il faudrait une place pour chaque chose, mais dans une case, dans le sens péjoratif du terme. Or, je crois que la culture, c'est cette expression, justement, de tous les arts, de toutes les cultures. Voilà, par exemple, je vois vraiment qu'il y a une forte incidence, en tout cas, dans ce que je vois de loin, par exemple, de la culture Rasta. Mais par exemple, Bob Marley a fait éclater quelque chose. Quand il a écrit le reggae est sorti de la Jamaïque, mais c'est sorti aussi du côté, si vous voulez, un peu qu'on va mettre dans des géométries, dans des cases, comme s'il y aurait tel type de truc, il faudrait que ce soit comme ça. Non, c'est sorti, c'est devenu universel. Lorsque Kassav a fait exploser le zouk est sorti des Antilles et c'est sorti aussi de son colorisme, de son exotisme. Et c'est devenu aussi une musique qui s'inscrit dans l'universalité. Mais voilà, l'art, c'est l'universalité. La poésie, c'est l'universalité. Et c'est aussi pour moi, vous l'avez dit, le militantisme, c'est une écriture militante. C'est comme Audre Lorde, c'est comme Maya Angelou. C'est une écriture militante qui est destinée justement à faire parler, à convaincre de quelque chose, à faire convaincre par la puissance des mots, convaincre par le lyrisme, convaincre par la flamme, par la passion, par le trait, par la plume, et puis enfin convaincre par le message. Et puis je terminais là-dessus. Nous sommes dans des tas où plus que jamais, mais ça l'a toujours été, toutes les sociétés, à toutes les époques. Si on voit l'agora dans Athènes au 5e siècle avec les grands philosophes, etc., toutes les époques ont eu des personnes qui ont su parler et relayer. Et il faut que les cultures, au-delà des prismes, qu'elles s'affranchissent des prismes pour retrouver ce code universel. Nous avons besoin d'universalité, c'est-à-dire de nous retrouver dans des valeurs communes qui sont portées par des idéaux communs parce qu'elles font la société. Elles disent l'homme dans sa généralité et non pas dans des corpus sur lesquels il faudrait totalement l'intégrer. Nous nous trompons, à mon avis, de combat en voulant catégoriser. Et il est important
à ce niveau-là d'universalité. C'est-à-dire que nous appartenons à cette belle planète où tous nous avons notre part, nous avons cette histoire, nous avons cette richesse, cette densité. Et la poésie, et singulièrement le titre, Le temps des saisons, mais parle justement de toutes les différentes saisons de l'âme, de la joie, de la perte. Je vais dire... Oui, mais c'est une histoire humaine. Les histoires humaines... Pour moi qui suis antillaise, martiniquaise, alors moi je suis française à 100% et 100% martiniquaise, avec une histoire 100% martiniquaise qui coule dans mes veines. C'est-à-dire que, pourquoi elle coule dans les veines? Parce que ma grand-mère est issue des Indiens de ce qu'on appelle les Caraïbes Arawak. Mon père va descendre des colons et puis ma mère va descendre des esclaves. Et puis c'est ça qui crée, si vous voulez, le noyau, cette histoire martiniquaise qui coule dans mes veines. J'aurais beau faire ce que je veux, aller vivre à Tombouctou ou bien en Sibérie orientale. N'empêche que dans mes veines va couler cette histoire pleinement martiniquaise qui va trouver son écho par Lumina Sophie et puis qui aura envie de se dire au travers des textes tout français que j'écris et en espérant que j'ai une belle plume, en tout cas je me le souhaite, mais qui va porter cette histoire de femme noire. Quand j'écris Eia comme femme, je parle d'une femme noire et quand je parle d'une femme noire, je parle pas d'une femme noire contre une femme blanche, pas du tout. Je parle d'une femme noire parce que pour moi, la femme est noire comme la gloire de son histoire, de même manière que la femme blanche est blanche comme la gloire de son histoire. Il faudrait pas qu'on tombe dans des oppositions. Dans des oppositions, mais qui sont factices et totalement inutiles et stériles, pour tout vous dire, parce qu'elles empêchent l'unité. La diversité n'a jamais été quelque chose qui a empêché l'unité. Au contraire, c'en est le fervent. Et donc il y a une construction dans votre livre, Le temps des saisons, parce que vous passez d'abord l'histoire, il y a une partie, il y a un interlude. Est-ce que c'est pas on dirait une pièce de théâtre? C'est-à-dire que comme vous l'avez écrit, enfin la construction même, hein, si on reprend c'est-à-dire qu'en fait, tous vos chapitres. Je ne respecte volontairement, j'ai pas respecté le code de la poésie classique en fait. C'est pour ça qu'en fait, mes créations poétiques sont exactement associées de créations musicales, ou de la même manière qu'elles sont associées de créations scéniques. Je détourne les univers pour créer un ensemble que j'ai envie d'inventer. C'est pour ça que j'appelle ça, je vous ai parlé tout à l'heure, d'art. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans ce processus de création. Et la création, en fait, elle est tout le temps dynamique. Elle ne s'arrête jamais. Le dynamisme ne s'arrête jamais. Alors, c'est vrai qu'il y a une construction qui est très singulière parce que j'y mélange à la fois, comme je vous disais, c'est une poésie militante, si vous voulez. Donc, je ne raconte pas... seulement des histoires d'âme, mais en même temps, on peut y lire des histoires de parcours historiques, des histoires parce que vous parlez de toutes les femmes, les sœurs Nardal, Simone de Beauvoir, vous commencez avec Simone de Beauvoir, Marianne, effectivement. Et les sœurs Nardal, Lumina Sophie, Solitude. Donc, autant d'icônes qui sont des icônes intemporelles et universelles, en fait. Oui. Elles, toutes, à leur manière, mènent le même combat. Droit, égalité. Oui. Toutes à leur manière, dans leur périmètre respectif, dans leur historicité, pas leur historicité respective, mènent exactement le même combat à des époques différentes, avec des substances différentes, avec des canaux différents. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de parler la même chose. On dit la même chose, on se défend justement dans cette construction des droits. La société se construit. Les combats que nous menions hier, il y a des avancées. Vous savez, des fois, je vais dans des débats et les gens me disent, oui, mais il y a des avancées. Évidemment qu'il y en a des avancées. Oui, heureusement. Mais voilà. Et heureusement, si on a des avancées, heureusement. Et justement, c'est pour ça que nous continuons et nous portons justement notre contribution. Mais il y a plus de visibilité maintenant. Il y a un peu plus de visibilité maintenant qu'avant, parce que vous avez bien dit que ces figures historiques, elles sont rendues plus visibles maintenant qu'avant. Oui, on n'en a pas parlé donc énormément. Il y a plus de visibilité. La preuve, donc, votre livre, Moi Lumina Sophie. Oui. Vous avez voulu la remettre à jour. Elle était un peu oubliée. Oui, il y a donc dans l'histoire, elles sont un peu. Il y a plus de visibilité, mais pour autant, je vais dire, je prends l'exemple pour les violences faites aux femmes. Heureusement qu'il y a. C'est un exemple. Je peux donner d'autres exemples. Il y a plus de visibilité, par exemple, parce qu'on peut parler, il y a une libération de la parole. Et pour autant, maintenant. Mais pour autant, et malgré tout ça,
vous avez vu à chaque fois aux nouvelles ce qu'on entend. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on se rend compte que malgré les efforts, il ne faut pas pour autant les déplorer ou les minorer. Les efforts sont importants, ils sont importants. Il faut les saluer, les encourager, les applaudir. Pour autant, si vous voulez, nous constatons que les changements de paradigme, ils sont lents. Et le changement que nous souhaitons, il se fait sous un temps long. Il faut l'accepter. C'est pour ça qu'en fait, il y a ce passage de flambeau qui est nécessaire pour que à chaque fois l'étincelle demeure. Et c'est l'étincelle qui doit demeurer puisque c'est elle qui se transmet. Vous voyez? Donc c'est vrai que notre militantisme n'est pas un militantisme, si vous voulez, qui serait un militantisme de lamentation. Nous ne venons pas sur le mur de lamentation compter nos victimes. Il ne s'agit pas ça du tout. C'est un militantisme parce qu'en fait, nous avons bien compris que la construction se fait dans le temps long. Le changement de paradigme se fait dans le temps long. Il faut célébrer chaque victoire. Elle est sacrée et importante et elle enfante aussi le prochain combat à venir. Comment? Pour l'intensifier. Oui, mais évidemment, je pense que tout le monde le fait. Pourquoi je dis tout le monde le fait? Enfin, je disais lorsque Madame m'avait reçu. Ils ne sont pas convaincus encore. Oui, parce que c'est un combat qui a un temps long. Alors effectivement, je pense qu'il faut. Je pars d'une hypothèse qui est peut-être mauvaise. Je pense que chaque personne amène la pierre à l'édifice. Le fait d'être là, qu'on soit là, ben, c'est une parole qui est donnée. C'est important. Tout est important. On peut se dire, ben voilà, moi je peux me dire, et c'est parce que Nicole, je l'apprécie et qu'elle me suit depuis un moment et j'ai voulu saluer, mais par exemple, je sors d'une journée de travail, je suis fatiguée, je dois me dire, bon ben je rentre chez moi parce que, voilà, donc je prends le bus, en plus, il y a tout un détour, ça ne va pas, je ne connais pas l'endroit, effectivement, mais on y arrive, et malgré, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura des désagréments. Il y a des choses qui vont empêcher, qui vont faire que, si vous voulez, le sol, la terre va s'affadir. Que le sel ne sera plus aussi pétillant. Pour autant, il faut continuer. C'est ce que nous montrent les écrits. Quand Maya Angelou écrit « Still I rise », pourtant je m'élève. On ne pense pas qu'il y a quelques années, vous imaginez avec tout ce qui s'est passé, vous avez un gars qui va mourir en pleine rue devant la télé avec quelqu'un qui lui pose un genou dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous regardez l'état de la France actuellement, George Floyd, mais quand vous regardez l'état de la France aujourd'hui, on a l'impression, moi je prends le métro, et c'est pas à vous que je vous le dis, alors vous allez dans certaines stations, le truc est à peu près un melting pot, donc ça va. Puis passer certaines stations, vous sentez, il y a carrément un renversement qui se fait. Ça montre quoi? Ça montre encore que entre nos beaux principes, et ces principes-là, il ne faut pas les rendre fades, parce qu'ils sont glorieux, ils sont vertueux. Nous devons en fait contribuer, comme je vous disais, à être l'étincelle qui continue. Ce n'est pas facile, les vents sont contraires. Nous sommes dans une société qui a de plus en plus renoncé, abdiqué, je trouve. Mais pour autant, je ne suis pas critique, j'essaie d'être factuelle. Je pense que les vents sont contraires, mais je trouve que nous devons trouver les moyens de... Alors peut-être que c'est un discours naïf, j'en sais rien, il faudrait que je m'interroge. Mais pour autant, je trouve que le débat doit être posé. On ne doit pas se lasser de poser le débat et de se dire, sinon, on va perdre un peu. Vous savez qu'est-ce que je pense, moi? Mais quand je vois ce que vous faites, vous savez ce que je pense? Je me dis, ben zut, vous savez ce qui nous menace? C'est qu'on s'y habitue. Un jour, on va s'habituer à se dire, bon, ben ok, c'est comme ça, je vais enjamber le gars qui est devant chez moi, qui est dans la rue. Je vais enjamber, je vais faire comme si, c'est comme ça. Et puis on va s'habituer. Et le jour où on va s'habituer, alors zut, à un certain moment, eh ben, je pense que c'est foutu. Mais avant qu'on arrive là, avec le Front National qui fait un travail terrible vis-à-vis des gens, moi je pense que tout ce que vous venez de dire chez les femmes, il faut intensifier. Il ne faut pas baisser les bras. Oui, mais pourquoi le Front National? Mais pourquoi le Front National fait un travail terrible, comme vous dites? Le problème qu'il y a, c'est que le Front National augmente. Oui. Augmente. Marine Le Pen est une superstar. Parce que les gens sont déçus, les gens qui ont peut-être... mais parce qu'il y a une déception, il y a une capitulation. Il y a une désertification, je pense, dans les villes, au niveau de la santé, au niveau de plein de... C'est sociétal, au niveau de plein de choses. Donc, du coup, bien sûr, mais il y a une capitulation. Les gens, ils capitulent. C'est-à-dire qu'en fait, on a capitulé parce qu'à un certain moment, comme je vous disais, il faut pouvoir... Avant, effectivement, on allait tirer... Je dis à mes amis, avant, j'allais tirer à boulet rouge le Front National. Maintenant, je ne tire pas à boulet rouge, parce qu'en fait, je suis apolitique.
Mais, si vous voulez, je regarde les choses différemment. Je me dis comment je vais, moi, de mon côté, allumer le feu. Me demander pourquoi j'écris la poésie, pour que les personnes qui me lisent aient envie d'avoir envie. Si on n'a plus envie, on ne le fait pas. Je donne un exemple très clair, tout bête. Si on n'a plus envie, on est un mort vivant. Mais voilà. Mais je donne un exemple très clair. On peut se dire, tiens, je suis partie au travail ce matin, je suis super fatiguée parce que je suis un festival de poésie que je dois prendre. Et puis, en sortir de mon travail pour venir ici, j'ai 1 heure. Alors pour moi qui n'aime pas prendre les transports en plus, entre métro, changement, métro, arriver. Alors comme c'est la première fois que j'ai pas l'habitude tellement de trouver le bus qui arrive, finalement le bus ci et ça, on peut avoir 1000 idées de renoncer, on peut se dire mais non, mais bon, écoute, bon voilà quoi, franchement je suis fatiguée, j'ai j'ai ça, en plus de ça, on apprend sur la route qu'il y a eu des déviations. Oui, mais il faut y aller, vous êtes venu, donc voilà, faut... Oui, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on est venu parce qu'on essaie de se dire, voilà, il faut le faire, il faut défendre voilà, la cause. oui. C'est ce que je vous dis, derrière ça, mais c'est un exemple tout bête que je prends, mais ça peut être dans plein d'exemples. On peut renoncer. Le renoncement est tapis à notre porte. Oui. L'habitude, elle est assise devant notre porte et ça donne justement cet espace parce qu'il y a pas une résistance qui se fera en termes justement de propositions nouvelles où les gens sont tellement déçus parce que c'est kiff bourricot que finalement ça va permettre à des mouvements comme ceux de l'extrême droite et de l'extrême droite de récupérer le terrain en fait. Même mais si il y a un problème d'argent aussi pour le Front National, pour les gens là qui votent, il y a aussi un problème d'argent. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont plus dans la misère, donc ils espèrent, ils écoutent. N'a plus que les mêmes personnes qui non, il n'y a plus les mêmes personnes. C'est fini. Si vous voulez, au niveau que ça a changé, mais de fond derrière, je veux retourner sur l'engagement. Voilà, vous m'avez demandé l'engagement. Pourquoi je fais ça. C'est la conviction qui est derrière. Voilà, vous êtes bien entreprenante et tout, et vous êtes bien dynamique. Et voilà, on compte sur des gens comme vous, voilà. Non. Que tout le monde soit comme ça. Parce que sans quoi, alors, c'est effectivement. Non, pas du tout. En fait, c'est la fin. Voilà. Mais en fait, c'est ce qui motive mon écriture. C'est ça, ce qui motive votre écriture. Et je voulais revenir, donc vous parlez. De vos ancêtres, j'ai trouvé qu'il y avait quand même 2 parties dans votre livre. Il y a la saison donc des femmes, le chapitre 1, et vous commencez un cri. Vous parlez bien des mots, l'importance des mots, avoir les mots pour parler, pour transmettre. Donc c'est dès le début et il y a bravo, hurrah, la gloire. Et donc vos ancêtres et Carole, là vous introduisez. Carole, je suppose que c'est l'histoire donc d'une femme battue. Oui. Carole et la nation donc des femmes créoles, donc toutes les femmes. Mais dans l'autre, il y a un interlude. Oui. Je suis le porteur de mots. Oui. Donc encore les mots donc qui vous interpellent et qui sont importants pour vous. Et après la deuxième partie, les saisons sont devenues folles. Oui. Donc c'est ce que vous venez de nous expliquer. Les saisons sont devenues folles. Le monde est devenu fou. Une pause musicale. Je le verrais bien. Je le verrais bien au théâtre. Mais bon, c'est moi qui dis ça. Là, comme j'ai ressenti. Ça. Alors votre engagement. Vous avez. Oui, alors. Pardon? Ils ont mis une femme phénoménale. Je voulais l'introduire, mais donc ils ont devancé. Oui, femme phénoménale. Non, on écoute, ça fait partie de l'association. Femme phénoménale, oui, c'est. Voilà. Alors allons-y. C'est un titre que j'ai écrit, un poème, et puis que j'ai mis en musique. Donc j'ai composé inspiré la musique. En même temps un peu de Maya Angelou. Vous avez repris. Oui, c'est-à-dire c'est le texte de Maya Angelou que j'ai repris, traduit et mis en musique. Voilà. Alors on vous écoute. C'est la musique que j'ai créée, oui. Les jolies femmes se demandent où réside mon secret. Pourtant, je suis loin d'être mignonne ou de taille mannequin. Mais quand je leur révèle, elles pensent toutes que je mens. Et pourtant, je leur dis, je vous dis, et je dis, mon secret réside dans la portée de mes bras, la foulée de mes pas et
l'horreur de mes lèvres. Parce que je suis une femme incroyablement. Et la femme, cette femme phénoménale, c'est toi, c'est vous, c'est moi. Et puis c'est nous. Et je marche dans une chambre fraîche à souhait. Et pour un homme, mes consoeurs se lèvent autant à genoux. Mais eux, ils bourdonnent autour de moi, une vraie ruche d'abeilles. Et je leur dis, je vous dis. C'est dans le feu de mon regard, et puis l'éclat de mes dents, le balancement de ma taille et la joie de la victoire acquise au bout de chacun de mes combats. Et je vous dis, je leur dis. Parce que je suis une femme incroyablement. Et la femme, cette femme phénoménale, c'est toi, c'est vous, c'est moi. Et puis c'est nous. Vous comprenez à présent pourquoi nos têtes ne s'abaissent pas. Nous n'avons pas à crier ou à sauter, ni même à parler fort. Mais quand ils nous voient passer, c'est à nous remplir de fierté. Et je dis, je vous dis, que c'est dans le claquement de nos talons, l'ondulation de nos cheveux, le soleil de notre sourire, le tracé de nos seins, la grâce de notre style et la peau de nos mains. Parce que nous sommes, parce que vous êtes une femme incroyablement, et la femme phénoménale, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Eh bien, elle est vraiment très bien, cette chanson. En plus, moi, je vous ai vu, j'ai vu le clip. Alors, je le vois, vous êtes dynamique, vous sautez, vous bondissez, on vous sent en action et on vous sent donc une femme bien engagée. D'ailleurs, vous l'avez sortie à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Oui. On a voulu marquer le coup. Enfin, chaque année, avec l'association, on essaie d'avoir un événement original et puis essayer d'avoir une proposition. Voilà, à faire. Pour bravo. Participer à notre débat. Bravo. Alors, justement, vous êtes présidente de l'association Figure des femmes totem des Outre-mer. Oui. Vous pouvez nous dire un petit mot, comment ça est venu cette idée de cette association Figure des femmes totem des Outre-mer? Non, c'est parce que nous avons mis en place des projets, effectivement, et en fait, on avait proposé un projet pour pouvoir un peu valoriser les histoires locales, les histoires des territoires, en tout cas leur donner plus de visibilité sous le prisme des femmes, des figures de femmes. D'accord. Et puis, figurez-vous qu'on a fait un truc fou, c'est qu'on a monté une exposition au Palais Iéna, et on s'est dit qu'ils vont jamais accepter parce que bon, voilà quoi, c'est le Palais Iéna, et puis il y a de grandes maisons de mode qui font des trucs et on n'a aucun moyen, donc on a envoyé le projet un peu en se disant on va faire chou blanc, et puis écoutez, qu'on vous appelle et qu'on vous dit écoutez, si ça vous intéresse d'avoir rendez-vous à tel endroit pour présenter le projet, vous, on ne dit pas non. On ne dit pas non, et puis vous travaillez jour et nuit pour présenter quelque chose c'est sûr, qui vaut la peine, quoi. Effectivement, donc ça s'est passé. On a eu ce projet-là qui s'est passé. C'était en quelle année ça? C'était en 2016 au moment où l'association, et en fait l'association, pour tout vous dire, va naître du fait qu'il fallait une structure associative pour pouvoir porter. Donc c'était pas un projet, c'était un projet embryonnaire. Et puis en fait, c'est quand effectivement en 2018, à ce moment-là, il y a le musée de l'homme qui vous appelle et qui vous dit écoutez, vous avez fait un projet, on a trouvé sympa, on aurait bien aimé l'accueillir chez nous.
est-ce que vous le refaites? C'était pas prévu du tout. Mais quand vous recevez un coup de fil du directeur du musée de l'Homme qui vous propose, pareil, même si c'est pas prévu, vous lui dites oui, au fait, oui, j'avais vraiment prévu quelque chose, même si vous n'avez rien. Et vous travaillez à nouveau jour et nuit. Et puis on a monté vraiment ce projet-là. Et puis on a eu la chance d'avoir quand même Télérama, LCI qui sont venus quand même sur place. Ça nous a vraiment fait plaisir. Et puis depuis, on a compris qu'on pouvait avoir un discours fort, comme je vous disais tout à l'heure. L'idée, c'est le discours. C'est pas de se dire qu'on va faire, c'est quel discours nous allons porter. Et le discours a marché. Et puis voilà. Et puis on a continué sur cette aventure-là. Et les personnes, comment vous avez choisi les participantes? C'est-à-dire qu'en fait, Figure de Femme Totem, nous réfléchissons à, comme je vous dis, à un discours. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va raconter? Et pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Et une fois que nous avons trouvé ce qu'on appelle ce socle, justement, à ce moment-là, nous pouvons construire un édifice là-dessus. Et dans nos communautés, il y a tellement de personnalités, toutes aussi lumineuses les unes que les autres, qui méritent justement d'être mises en valeur ou bien qui apportent aussi sa contribution au débat. Et c'est ce que nous allons faire. Travailler avec des gens qui ont envie de porter quelque chose sur ce socle-là. C'est un peu donc ce qui c'est nous anime. sociétal, ce que ces personnes présentent. C'est des phénomènes de société ou ça dépend du projet que nous voulons faire. Voilà. Donc chaque année, vous avez un projet différent alors? Chaque année, nous avons un projet différent. Cette année, par exemple, nous avons le festival de poésie au théâtre Aimé Césaire de Fort-de-France. Oui, parce que vous l'avez fait. On l'a fait l'an dernier. Scène. Et cette année, voilà, nous avons un festival poésique. Je dis bien poésique parce que nous avons un band, nous avons des musiciens avec nous et nous avons un festival, nous avons des poétesses et nous les invitons dans une mise en scène et dans une scénographie hors du commun à pouvoir se produire sur scène. C'est ça, vous l'avez fait donc en 2024 ça, je l'avais fait décembre. Oui, je l'avais fait en décembre, j'étais toute seule. Mais... Voilà. Et après, on a refait au théâtre Aimé Césaire avec des poétesses et le théâtre a beaucoup apprécié, donc on a un bis repetita. D'accord. Et ces poétesses, elles déclament ou elles lisent des textes? Elles déclament des textes, elles se mettent en scène carrément. Ce sont des performances scéniques. C'est des performances scéniques et elles viennent des Outre-mer, de Guadeloupe, Martinique. L'an dernier, j'ai eu Haïti, j'ai eu le Canada. Cette année, on a la Côte d'Ivoire. Voilà, on essaie des personnes... Une grande famille. Voilà, une grande famille de poétesses et qui adhèrent au projet. Et puis voilà, on crée une unité, on crée un projet ensemble. D'accord. Oui, et comment elles travaillent avec les musiciens? Comment vous choisissez les musiciens? Ah non, ce sont des musiciens tous confirmés professionnels. Oui, la plupart d'entre eux sont de très très grands musiciens. Donc ensuite, ils sont des professionnels. Donc nous leur donnons un peu une direction artistique et puis ensuite ils travaillent, ils lisent les textes, ils travaillent et il y a tout ce travail qui est fait ensemble avec chaque personne. Et puis après, nous mettons en scène dans un show poésique en fait. D'accord. Et vous le faites qu'en Martinique, vous le faites pas donc pour le moment, Paris. nous avons commencé en Martinique, donc nous avons eu 2 prestations. Ensuite, nous irons en Guadeloupe. Et puis au fur et à mesure des propositions qui nous sont faites, des lieux que nous avons. Vous pouvez aller en Réunion, vous pouvez. Oui, voilà, à la Réunion. On veut aller au Canada, on veut aller en Afrique, en Guyane. D'accord. Et puis on espère être sur Paris aussi, mais ça se construit, ça se construit. Mais en tout cas, ça veut dire que chaque année vous changez quand même de thématique. Est-ce que vous continuerez sur la poésie? Toujours la poésie. La poésie reste notre cœur. Seulement, la façon dont nous présentons l'œuvre est totalement différente, si vous voulez. Chaque année, nous avons une présentation totalement différente. En fait, nous innovons dans ce qui nous est proposé. Donc, soit on a des poétesses différentes, on en invite chaque année. Et puis aussi, nous construisons, si vous voulez. Comme je vous dis, tout, c'est le socle. Donc, on a l'idée, mais on le fait évoluer. Chaque année, nous faisons une proposition. Vous avez parlé de théâtre, théâtrale, majestique et une espèce de show, justement, qui est totalement différent. C'est-à-dire que quand ils viennent, nous avons fait le spectacle l'an dernier, mais en fait, les gens sont venus un peu par curiosité, en train de se dire, mon Dieu, je vais m'ennuyer pendant 1h30, parce que ce sont des gens qui vont lire. C'est vous qui dites ça? Ah ben, je vous assure, ils me l'ont dit. Ben, parce qu'on a eu les échos. Les gens nous ont dit, mais parce qu'en fait, ils ont, vous savez, cette image un peu classique de poésie qu'on récite. Et puis, une fois qu'ils sont venus sur place et qu'ils ont vu, ils ne s'attendaient pas à ça. Parce qu'il y a un band de super musiciens.
c'est musique et poésie. C'est de la performance, en fait. C'est vraiment un ensemble de choses. C'est-à-dire que nous détournons, si vous voulez, ce qu'on appelle des codes du spectacle et du théâtre pour les ramener sur des codes de poésie, en fait. C'est ça qui est absolument incroyable dans ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes pas dans quelque chose qui est figé. Et cette année aussi, pareil, ça s'appelle Majestic Poésique. Nous emmenons dans un univers qui est absolument incroyable en faisant rentrer toutes sortes, comment je vais dire, d'éléments culturels qui ne sont pas des éléments culturels qu'on va retrouver dans un spectacle de poésie. D'accord. D'accord, vous élargissez. C'est de la création. C'est une création originale, c'est de la performance conceptuelle et scénique. Mais vous aviez déjà l'idée quand vous avez commencé à Paris, quand vous étiez seul sur scène. Oui, c'est-à-dire que c'était un essai, on a testé, poésique, on a testé. Voilà, donc ça avait été un petit succès, c'était vraiment très bien. On a fait salle comble, on était quand même, j'avais une petite salle et tout le monde était là et les gens étaient très contents justement. Et l'idée, ça nous a permis, si vous voulez, de continuer à travailler, d'imaginer, de faire évoluer le concept. Et on le fait évoluer à chaque instant parce qu'on a des musiciens formidables, on a des décorateurs, on a des gens qui sont des professionnels et en travaillant ensemble, on arrive à accoucher de très très bonnes idées. Oui, et ce sont des gens donc de la Martinique, puisque ça se passe en Martinique. Ah non, je fais venir des gens. Non, je vous ai dit, j'ai des gens qui viennent de tous les territoires. Les musiciens, j'en fais venir 2 de Paris quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Donc je choisis mon band, je monte mon band avec les musiciens. D'accord. Avec lesquels j'ai envie de travailler, et puis on crée vraiment un groupe. Donc ils sont de la Martinique en grande majorité, mais voilà, mon directeur musical il est à Paris, donc il vient. Voilà, j'ai choisi des musiciens avec lesquels je travaille, et puis on a un groupe aussi de musiciens qui se crée, qui est là, qui est stable, et puis quel que soit l'endroit d'où ils viennent, on prend, et puis on est ouvert aussi aux influences musicales, on n'est pas fermé. Oui, oui, d'accord. Donc, et vous êtes beaucoup de personnes, vous êtes plusieurs personnes, vous, donc à la conception, à la réalisation. Pour pouvoir faire ce projet-là, nous sommes à peu près 20 personnes. 20 personnes. Oui, c'est une grosse équipe. Oui, c'est une grosse équipe. Elle est appelée à grandir en plus. Oui, et ça demande énormément de travail, donc il faut avoir, en plus de votre travail, donc habituel, voilà, il faut pouvoir Oui. Bon, c'est une belle œuvre. Le CD, on peut le trouver où? Alors, je n'ai pas de CD, mais par contre, vous pouvez aller sur Spotify, etc. Voilà. Et sur toutes les plateformes et puis télécharger le morceau. Mais vous allez faire un CD, vous allez faire un EP avec 5 chansons. Voilà, je vais faire un EP avec, pour le moment, les 5 titres sont prêts. Donc, je voulais vous faire écouter un deuxième truc, mais je pense que j'ai pas envoyé. Mais les 5 titres sont prêts. Et on va faire effectivement un EP, mais on est en train de réfléchir. On a lancé le premier. Et puis, on va faire le deuxième, si vous voulez, avec... Le titre, il va chercher. Non, c'est un morceau MP3. Mais si vous avez WhatsApp, je vous l'envoie là-dessus. Hein. Donc, je vais l'envoyer à Nicole et puis Nicole va vous l'envoyer. Mais en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que c'est pour vous. Pourquoi ce morceau-là, je le fais passer? Vous l'avez exclusivement. Donc après, vous le jetez. Faut le jeter. C'est parce que en fait, ça résume. C'est le morceau pour moi que j'ai le plus abouti et qui résume en termes de message. Ce que moi, j'ai voulu, comment je vais dire, c'est pour moi ce que je résume comme texte, comme composition, comme élément pour pouvoir, comment je vais dire, faire passer ce qui résume le mieux ce que je fais, en fait. Donc c'est un morceau que j'ai écrit, que j'ai créé, et quand j'ai composé la musique, comme pour Femme Phénoménale, et puis on a mis en place et j'ai trouvé que j'aime la beauté des mots, j'aime la force de ce qu'on dit. Donc ce morceau-là, je l'ai un peu créé parce que pour moi, j'ai envie de parler à toutes les femmes du monde entier parce que les femmes, elles enfantent, elles accouchent le monde. Donc elles portent cela. C'est la mère du monde. Hein. C'est la mère du monde, exactement. Et puis, comme je vous disais, l'EP, nous travaillons. Alors pourquoi je ne le fais pas sortir? Parce qu'en fait, nous sommes sur un projet beaucoup plus grand. Je vais associer d'autres poétesses, je vais associer d'autres personnes. Nicole, il vous appelle là-dessus. Donc, c'est très, très bien. Et ça s'appelle ce morceau-là, Litanie pour une survie. Litanie pour une survie. Il n'est pas il est sur mon deuxième recueil qui va sortir. On va en parler. Monsieur, j'espère que j'ai pu vous convaincre de mon propos. Oui, c'est sûr. Georges, vous êtes convaincu, oui. Dire le contraire.
Ce serait une lâcheté. Oui, ce serait une lâcheté. Il a de belles paroles. Oui, il change. Alors, Non, c'est très bien. Aucun filet ne peut me retenir. Je suis une femme, libre, phénoménale, animée d'une incroyable volonté. À une femme qui écrit dans nos vents, à l'encre de nos minerais, de nos Chantal Clem. rejoint le ciel et brûle nos dragons de craie et de cire, et ceux qui s'obstinent durablement à livrer nos corps à leur toit et à leur flamme, pour que nous demeurions seuls, sur le pont de notre bord, le regard figé, saisi par la sueur froide et la peur viscérale, du froid, du plomb et des décisions cruciales, quand le bon et les larmes font front commun, front clair, contre avis de main, et semer sur nos sentiers et jusqu'à nos reins des pierres taillées de sel et d'épines. Que nos lèvres gercées restent muettes, discrètes, sur les lignes de front, les lignes de crête. Croyons, pensons-nous, protéger nos âmes, en plus, de le bon cœur du silence. Le souffle, armé d'angoisse suprême, le teint, couvert, de couleur âcre et blême, un sourire, du blush, en guise de fond de teint. À nos femmes, restées en valise sur le quai, étrifiées par les mûrières, du gravier plein les pieds, dans les horizons de verre et d'illusions sur un lit. Jetant dans la géhenne, rêve ses pensées, pas peur de quoi, d'être jugé et d'effroi, d'être crucifié. Sur le gibet de la bien-pensance et des serments en transe, du lait frelaté pour nourrir nos nuisances. À nos femmes qui entonnons à toutes les nations la beauté fragile et l'hymne de nos imperfections, et prenons contre tempête et ouragan indécent, malgré la soif bégayante, le pouvoir des mots, pour contrer leurs flots, leurs larmes et leurs assauts. Rappelons que de notre sein glorieux a jailli miel et lait maternel. Pour enfanter le monde et entrevoir le septième ciel. À une femme, qui avons lutté, persévéré et tant marché, pour qu'aujourd'hui, nos filles ne soient plus appauvries, et que de leur bouche, la parole, désormais soit armée, de verre, coupant le fer et d'onguents apaisant les plaies. Et lorsque la nuit capitulera, et que la blanche cime se découvrira, partout, terres et mers rappelleront que hier encore, À écouter et réécouter. soi-disant, nous n'étions pas censés survivre. Hier, seulement hier, soi-disant, nous n'étions pas censés survivre. Vous mettez un pied devant l'autre, on ne peut pas trouver mieux. bah, bravo Chantal Clem. Merci. Donc vous êtes une femme phénoménale. Non, ah, pas du tout. bravo, je ne suis pas une non, femme non, phénoménale. c'est. Je laisse ça pour les femmes. Il y a les femmes qui Bah, sont vous faites êtes une- pour être devant, Ah bah c'est et puis il y a celles qui sont là pour être derrière. Oh, bah, Et c'est moi, j'aime de- bien la vraiment. place derrière. Ah, bah, Elle vous- me va très bien. Enfin, vous avez pas l'air. Enfin, quand on vous écoute, vous n'avez pas la place derrière. Hein, il me semble pas. Non. Vraiment, c'est beau. Georges, c'est beau, c'est entreprenant. Vous êtes une Comme femme je disais tout à l'heure, dynamique, énergique. c'est à écouter et réécouter. On s'en lasse pas. réécouter. On ne s'en lasse pas. Bon. Et il me semble, avant, je sais que l'émission va bientôt se terminer, et vous avez d'autres projets. Vous êtes en train d'écrire un livre. Alors, je suis en c'est train ça d'écrire alors, effectivement, ce poème-là que vous écoutez, il va faire partie
du second recueil que je suis en train de préparer. Oui. Je prépare aussi un livre puisque je sais que je vous ai pris à témoin pour lire quelques chapitres. Oui. Voilà. Donc j'ai 3 projets, si vous voulez. Il y a le projet de recueil, il y a le prochain roman qui doit sortir, et puis nous sommes en train de préparer un projet symphonique. Nous allons travailler avec un orchestre symphonique pour présenter une œuvre spéciale. Donc nous sommes en train de travailler ça. Nous pensons que nous serons prêts pour 2026, et ça sera un projet effectivement expérimental que nous allons mettre dans un lieu hors du commun, qu'on espère convaincre. Et nous allons proposer à Paris. Paris, nous sommes en train de travailler là-dessus. À Paris, Martinique, on verra bien. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle forme que nous voulons exploiter en termes d'art par rapport à ce que nous proposons. Donc, c'est toujours à base de poésie. Je ne veux pas trop t'en dire, mais ce sera vraiment un projet expérimental. Mais il faut voir ça comme si vous allez dans un musée et vous découvrez une œuvre, en fait. Donc, c'est une œuvre que nous allons présenter. Voilà, nous sommes en train de travailler là-dessus et d'imaginer la chose. Donc, nous la mûrissons, nous la préparons, et ça va faire partie des trois projets. Et puis, je vais travailler aussi à me lancer peut-être dans l'écriture d'une pièce de théâtre. Je l'ai senti, moi, le temps des... Comment ? Si je comprends bien, si vous travaillez avec Di Falco, vous allez faire quelque chose d'exceptionnel. Alors, je ne travaille pas avec lui, mais il fait des choses absolument incroyables. Donc, voilà. Mais peut-être pas, on verra. Nous sommes en train de réfléchir, comme je vous dis, au concept pour mettre en place quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas. Après, ce sera au public de juger du caractère exceptionnel. Mais en tout cas, on y travaille, en tout cas. Voilà, pièce de théâtre, donc je me suis pas trop trompée. J'ai senti juste comment vous arrivez à faire tout ça. C'est ça qu'on peut dire avec tout ce que c'est, beaucoup de projets, donc en même temps c'est du travail. Il faut aimer, Nicole. Oui, il faut aimer, il faut avoir. Vous dormez pas beaucoup, hein, parce qu'à mon avis. Là, en ce moment, comme je vais rentrer, je vais dormir, parce que comme on va partir pour la tournée en Martinique, donc il va falloir que je puisse dormir et être en forme pour mener les équipes. Mais en tout cas, vraiment, merci de m'avoir. Oui, voilà. Le sommeil. Exactement. En tout cas, merci de m'avoir reçu dans votre belle émission. Chantal Clem dans l'émission Tant Boum en maille levée. Oui. Venez nous parler des sœurs Nardal. Mais ce serait avec plaisir. Alors, si vous m'invitez, parce que là, vous allez chez des copines à moi, des gens que j'apprécie énormément, et si vous m'invitez à parler, mais on parle que des sœurs Nardal. Et en fait, les sœurs Nardal, vous savez ce qu'elle a dit, Paulette ? On a retenu Césaire, on a retenu Senghor. On les a tous retenus, mais on nous a oubliés. Pourtant, avant Césaire, nous étions dans les salons qu'elle créait et qu'elle mettait en place. Et puis, il y a tout le travail aussi de Suzanne Moussi-Césaire, justement, avec tout ce travail d'anthropologie extraordinaire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les femmes phénoménales, ce sont ces femmes-là qui ont donné des ferments dont, justement, nous sommes en train de manger les grains de ce qu'elles sont semées qui a poussé. Donc, ça aurait été un plaisir de vous parler des sœurs Nardal. C'est la négritude au féminin, et c'est encore ce qu'on appelle une pensée universaliste qui mérite justement de briller au firmament du ciel culturel. Mettre le projecteur sur ces femmes-là. Mais dès que vous m'invitez, on ne parle pas de moi, on parle des sœurs Nardal. C'est une invitation. C'est une invitation. Je suis comme vous. Vous avez dit, j'ai une bonne mémoire, vous m'avez dit que vous ne m'avez pas présenté parce que vous attendiez de me voir. Quand je vais voir l'invitation arriver avec la date, je vais la considérer comme effective. Et oui, parce que j'ai eu l'occasion d'inviter des gens. L'information qu'on m'avait donnée était fausse. Ah oui, mais bien sûr, je comprends. Alors, Non, pour les sœurs Nardal, ça, ne vous inquiétez pas. Là-dessus, on met ça à terre. Il faut prévoir au moins 1 heure, parce que ça va dégager. Je les connais, ce sont des copines. Je les adore. Pour conclure, cette soirée au Rex que vous avez organisée, elle s'est terminée comment ? C'était, le Rex. Le Rex, c'était un pari fou. Je me souviens que la veille du Rex, j'étais malade. J'étais malade et je me suis dit que je vais me planter. Parce que je savais rien faire. C'était pas Tony Chasseur qui était le directeur artistique. C'était pas ces gens-là. Je me suis plantée. Et puis, grâce à leur professionnalisme, on a fait une belle histoire. Qu'on n'a pas pu refaire parce que ça coûte cher, mais on a fait une belle histoire. On a écrit une belle histoire. Donc, j'étais contente. Merci à eux. Merci à eux. C'est à eux qu'on doit ça. Oui, parce que je me suis trouvé au Rex, bien entendu, avec ma femme. Donc, vous savez que on a fait une belle histoire avec Tony Chasseur. Parce que le problème qui m'a un peu choqué, c'est quand j'étais prendre mon billet à la FNAC. Oui. On m'a demandé liquide et chèque. Ah, c'est pas
Après, la FNAC, c'est pas nous. Hein. Moi, je travaille pas à la FNAC. Alors, je me dis, comment ça se fait qu'on n'arrive pas, nous, à avoir notre propre caisse pour éviter ces genres de problèmes? C'est pour vous dire qu'on doit encore beaucoup travailler. L'émission se termine. Merci beaucoup, Chantal Clem. Merci, Georges. Et la semaine prochaine, nous recevons Fabrice Di Falco. Le meilleur. Merci et bon vent. Merci. Oh, Martinique, 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 chez Martinique semblait pour nous rêver. Martinique, levez tout pour trouver chimère. C'est devant nous caler, Martinique, tout pour nous. Oito palavras, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino disse com você só pra me maltratar.